Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous parle de deux choses. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée d'un enlèvement extraterrestre. Je vais vous dire comment j'ai fait pour m'en rappeler, parce que c'est des malins. Et je vais vous parler aussi de certaines conclusions que j'ai tirées sur le jardinage, entre les fruitiers et le potager. C'est des choses que j'ai en tête, où je progresse dans ma compréhension de l'autonomie par rapport au climat. Donc la première petite histoire, c'est l'enlèvement extraterrestre. Alors, il faut savoir qu'en général, quand les extraterrestres, en général, c'est les grilles hein, qui font ça, c'est les malveillants. Euh, quand ils enlèvent quelqu'un, ils font en sorte d'anesthésier sa mémoire, en gros. Donc vous vous en rappelez pas. Sauf que ça dépend des individus et ça dépend sur qui on tombe. Ça fonctionne pas toujours de la même manière, selon la sensibilité des gens. Alors moi, qui suis télépathe à la base, euh, surtout quand on pense à moi, et en fait je faisais du vélo en campagne, et je sentais qu'il y avait un vaisseau au-dessus de moi, parce que leurs vaisseaux sont furtifs, on peut pas les voir. N'empêche que j'avais une connexion télépathique avec un vaisseau qui était au-dessus de moi et qui me suivait. Et donc moi ce que j'ai fait, je voulais pas que... Je sentais qu'ils avaient envie de... Ils s'intéressaient à moi parce que je me déplaçais vite en vélo, et ça les... Vu d'en haut, ça les fascinait, quoi. Ils voient quelqu'un qui se déplace plus vite que la moyenne, ils s'y intéressent, quoi. Ils veulent comprendre. Et quand j'ai senti ça, j'ai accéléré encore plus, un peu énervé, et puis j'avais pas du tout envie qu'ils fassent leurs expériences pour comprendre, parce que je considère que c'est des imbéciles. Et donc j'ai accéléré, et puis ils ont senti que j'étais énervé, donc ils ont lâché la poursuite. C'est arrivé deux fois en campagne, euh, et à chaque fois ça m'énerve qui me poursuivent. Et donc ensuite ça s'arrêtait là. Donc j'étais tranquille pendant plusieurs années. Ils m'ont lâché la grappe. Et je me suis dit, ça se trouve un jour, ils vont vouloir insister et puis ils vont venir dans mon sommeil, je serais pas surpris. Et ça s'est produit. Alors je vais vous expliquer comment j'ai fait pour savoir qu'ils étaient venus pendant mon sommeil. C'est qu'en fait, leur objectif, c'était, ils s'intéressaient à mes capacités physiques dans le domaine du sport. Donc moi à la base, je suis pilote BMX depuis tout petit, donc force explosive, sprint. J'ai fait 9e au championnat de France en 2002, enfin 5 ans et demi. Pas en pilote élite, hein, en catégorie normale, mais enfin en catégorie homme 3. Donc ça roule quand même pas mal. Donc, bon, bah, j'ai des capacités physiques hein, de pilote BMX, quoi. Voilà. Et par exemple, pour vous donner une idée, qu'est-ce que ça représente par rapport à d'autres sports, parce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de BMX, qui ne se rendent pas compte de ce qu'est-ce que c'est. Je peux soulever une pierre de 93 kg alors que je ne pèse que 65 kg. Voilà. Ça donne une idée du rapport poids-puissance, quoi. Voilà. C'est pas extraordinaire, mais faut quand même, tout le monde ne le fait pas. Voilà. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que je dormais et puis tout d'un coup, je me réveille assez tôt. Alors, je m'étais couché assez tard, je m'étais couché à 23 heures et je me réveille assez tôt, genre 6 heures du matin, et en pleine forme. Et je me suis dit, là, il y a un loup. C'est pas possible. Moi, je me réveille pas en pleine forme après avoir dormi moins de 8 heures, hein, c'est pas possible. Moi, je dors 10 heures, 12 heures, mais pas 6 heures ou 8 heures, enfin, c'est pas possible. Et puis surtout pas en pleine forme comme ça. Je dis, il y a un truc bizarre. Et puis je regarde mon corps, et j'étais couvert de bleu. Les jambes, les bras, et j'avais des courbatures, comme si je m'étais battu vraiment fortement pendant la nuit. Sauf que la nuit, je suis censé dormir quand même à la base. Donc manifestement, cette nuit-là, j'ai pas dormi, j'ai fait autre chose. Et mon corps a gardé la mémoire de ce qui s'est passé. Et comme je sais que j'avais pas mangé de fromage pendant une semaine, j'avais pas de grippe, j'étais en pleine forme, il n'y avait pas de souci, donc j'avais aucune raison d'avoir des courbatures. C'était vraiment des courbatures liées à des efforts physiques que j'avais fait pendant cette nuit-là. C'était clairement identifié. Je connais toutes les causes des courbatures possibles. Celle-ci, c'était des courbatures liées à l'effort. Et manifestement, j'ai tapé dur face à mon adversaire, parce que pour avoir des courbatures dans les quadriceps, quand même, je suis habitué à utiliser mes cuisses, donc je courbature pas facilement des cuisses. Donc j'ai tapé très fort contre l'adversaire.
Et ce qui était très étonnant, parce que je sais qui c'est qui voulait m'enlever, c'était des grilles et je peux pas les blairer. Donc pour moi, comme des grands, c'est comme le grand Avrael, très très bête, très idiot, qui se prend pour un intellectuel de la science, parce qu'il a des super vaisseaux spatiaux et puis qu'ils ont des connaissances en plus, mais quand on les regarde dans leur process d'étude, bah, ils répètent 100 fois la même chose sur 10 000 individus sur Terre, et puis ils continuent, et puis ils répètent comme s'ils comprenaient rien, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je les appelle les abrutis. C'est comme s'ils apprenaient pas, quoi. Ils martyrisent la population à l'enlever, à faire des expériences toujours les mêmes, et ils les répètent X fois, ce qui est stupide. Puis s'ils veulent comprendre comment fonctionne l'être humain, bah, ils ont qu'à leur demander. Nous, on a fait des études sur nous-mêmes, on connaît comment fonctionne notre corps, on n'a pas besoin d'être étudié par une autre espèce, c'est complètement idiot. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai un caractère assez fort, donc si je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Et la menace, ça marche pas. Donc c'est sûrement pour ça qu'il y a eu un combat. Je me suis bagarré dans le vaisseau, c'est certain. Et comme je suis très très rapide, parce que forcément je suis entraîné en BMX, on est entraîné à avoir de la force explosive, mais en plus on est très très rapide. Donc on est des adversaires quand même assez dangereux quand même, hein, s'il ne faut pas s'amuser à se battre puis moi j'ai fait un peu de combat, un peu de quand j'étais jeune, donc pas en bagarre, mais en sport de combat, j'ai fait un petit peu de choses comme ça. Donc je sais que je suis pas un adversaire, qu'il vaut mieux pas m'avoir comme adversaire, quoi, voilà. Un jour j'étais à l'armée, j'étais avec, il y avait un troisième champion de France de taekwondo, et puis il me cherchait la bagarre pour s'amuser parce qu'il avait envie de faire du sport de combat. Et je lui ai fait comprendre assez rapidement qu'il fallait pas qu'il engage de combat parce que même qu'il était troisième de France, le problème c'est que quand vous êtes télépathe et rapide, vous allez être beau être un champion de combat, vous restez très très dangereux parce que finalement vous prévoyez les coups de l'adversaire juste par intelligence. Et si vous êtes rapide et puissant en plus, c'est catastrophique pour même si c'est un champion. Donc manifestement, ils m'ont cherché dans le vaisseau, suffisamment pour m'énerver, parce qu'il faut quand même m'énerver à la base. Et il y a eu combat. Et ce qui était marrant, c'est que normalement, si je me bagarre avec quelqu'un, bah après, j'ai pas un sentiment où je suis content et en pleine forme. C'est deux choses aberrantes. Donc normalement, quand je me lève le matin, je suis pas en pleine forme et puis plein d'énergie, parce que moi je mets du temps à me réveiller, et content en plus de m'être battu avec des bleus. Alors je vous explique pourquoi j'ai ces sentiments qui sont aberrants, parce que je sais ce qui s'est passé, parce que mon corps a gardé la mémoire de ce qui s'est passé, mais ma mémoire à moi, elle a été, ma mémoire n'a pas fonctionné. La mémoire de mon cerveau n'a pas fonctionné. Ils ont trouvé un moyen de la bloquer, je ne sais pas comment ils font. Euh, mais en tout cas, les sentiments que j'avais au moment de me réveiller, j'ai vu qu'ils étaient incohérents. Et je me suis dit, le seul moyen qu'il y a de pouvoir arriver comment on peut dire, à cette situation d'incohérence, c'est que comme ils maîtrisent la science de la chimie du corps, ils peuvent vous injecter des sentiments dans le corps. C'est-à-dire, s'ils vous font des malheurs, pour compenser les malheurs qu'ils vous ont fait, ils vous injectent une hormone de je suis content, voilà, par exemple. Ou toutes sortes de choses. Ils maîtrisent la chimie du corps, la chimie hormonale, en fait, qui génère les sentiments et les ressentis. Donc, ils peuvent vous injecter un sentiment induit. Mais quand vous vous réveillez, vous voyez qu'il y a pas quelque chose qui n'est pas logique. Si je me suis battu dans la nuit, je peux pas être content de m'être battu dans la nuit. C'est pas possible. Même si je suis vainqueur. C'est pas possible. Ça reste un conflit. Donc on peut pas être content d'un conflit. Donc, voilà où ils en sont, quoi. Ils en sont rendus à. Ils essaient de compenser le mal qu'ils font en injectant des substances de je suis content en effaçant la mémoire. Et ils croient que le bien efface le mal, surtout que c'est un bien artificiel, quoi. Voilà ce qu'ils font. Donc, et puis alors moi en plus j'ai des capacités psychiques, c'est-à-dire que en certaines circonstances, je peux me mettre à contrôler les machines. C'est-à-dire quand je suis en présence de présence hostile en général, c'est là que mes capacités psychiques se réveillent et je peux prendre le contrôle des machines électroniques, tout ce qui est informationnel et électrique. Je peux en prendre le contrôle et le faire dysfonctionner, le bloquer ou l'activer ou faire des choses comme ça. Donc eux qui ont des vaisseaux technologiques,
c'est pas prudent de m'enlever en fait. Je peux foutre un gros bordel, je peux mettre un beau bordel dans les vaisseaux si je veux, juste par capacité psychique en fait. Je suis la dernière personne à abducter en fait. C'est vraiment pas une bonne affaire de m'abducter parce que euh, je vais foutre un bordel monstre dans le vaisseau et puis je vais pas lâcher l'affaire. Donc depuis, ils ont jamais recommencé. Donc je pense qu'ils ont compris la leçon. Mais bon, je me souviens de rien, tant mieux. Comme ça, j'aurais pas en mémoire leur sale gueule. Parce qu'ils sont vraiment très très laids, d'après ce que j'ai pu voir sur internet. Donc forcément, si j'en croise un, j'aurais envie de le buter, tellement il est moche. Bah, ils sont sur Terre, tout est beau, mais pas eux. Eux, c'est pas, ils sont pas beaux. Et puis ils sont hostiles, et puis ils sont sans conscience, ils sont froids. Enfin, en plus, d'après ce que j'ai pu collecter comme information, ils sentent le moisi. Ils sont à moitié synthétiques, à moitié biologiques. Enfin, une espèce de, je sais pas. Pour moi, c'est des espèces artificielles qui ont été créées par une autre espèce, dans le but de faire la guerre. Et puis maintenant qu'ils font plus la guerre, bah, il en reste quelques-uns, et puis ils mettent un peu la zone. Enfin, je sais pas trop ce que c'est que cette espèce, mais c'est pas une espèce d'origine naturelle. C'est vraiment, pour moi, c'est une espèce artificielle qui a peut-être même posé des problèmes à leur propre créateur. Je serais pas surpris. Euh, voilà, donc bon, voilà la petite histoire. Depuis, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de nouvelles manifestations, ça se passe bien, c'est tranquille. En ce moment, je ne vais pas au jardin à cause du climat. Bon, alors ce qui se passe cette année, je vous parle du jardin maintenant. Des choses plus intéressantes dans l'évolution. Plus constructif que les imbéciles qui étudient des choses inutiles. Euh, En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, d'une année à l'autre, le climat, il change. C'est cyclique. Vous allez avoir des années où il y a très peu d'eau, des années où il y a beaucoup d'eau, pas forcément en quantité, mais en régularité. C'est-à-dire, là, par exemple, il s'est mis à faire soleil très tard. Donc les cerises, bah, elles ont eu tendance à pourrir parce qu'elles n'ont pas mûri assez vite à cause du manque de soleil. Et puis quand il a commencé à faire soleil, juste après, il a plu. Donc ça fait un mélange qui fait bien pourrir les cerises. Donc j'ai pas profité des premières hâtives là. Voilà, j'étais très occupé. Et ensuite, bah voilà, il se trouve qu'il pleut quasiment toutes les semaines. Donc la saison des cerises s'avère difficile cette année. Et donc en fait, ce que je comprends, c'est que vous pouvez pas prédire enfin on peut prédire le climat d'une année à l'autre par ressenti, par mémoire des 5 années précédentes. Si vous savez que s'il y a eu 3-4 années de sécheresse, vous savez qu'à un moment donné, il y aura une année avec de la flotte sans arrêt. C'est cyclique. Et en fait, bah, ce qui se passe, c'est que les fruitiers s'avèrent pas très performants quand il pleut beaucoup l'été. Vous avez des problèmes de pourrissement. Voilà. Alors autant les fruitiers c'est performant quand il n'y a pas beaucoup, quand c'est un climat assez normal, on va dire, c'est-à-dire de la pluie mais pas trop souvent. Mais quand il se met à faire de la pluie souvent comme en ce moment, eh ben, vous avez une contre-performance des fruits. C'est-à-dire vos fruits ils pourrissent très rapidement et ils montent pas forcément bien en sucre et en maturité, donc ça fait pas des bonnes cerises, ça fait des cerises un peu acides. Là j'avais les Napoléons là qui étaient mûrs. Mais c'était pas terrible, quoi. C'était un peu acide parce que ça a manqué de soleil. Alors que normalement, elle est très sucrée, très, très agréable. Et les prochaines que j'ai, c'est les jaunes Butner. Mais là, je vois qu'il a plu, donc les jaunes Butner, elles vont partir en pourriture, c'est quasiment certain. Donc, il va pas y avoir beaucoup de cerises cette année. Le mois de juin est un peu raté. Donc, ce qui se passe, c'est quand les fruitiers, c'est bien parce que c'est peu d'efforts finalement, mais le résultat de vos efforts peut être sacrifié par le climat. S'il se met à pleuvoir trop dans un été, ça peut vous sacrifier vos fruits en fait. Donc en fait c'est là que tout l'intérêt du potager vient finalement en diversité. C'est-à-dire que quand les fruitiers sont pas contents, ben, le potager lui il est très content. Parce qu'il va davantage tolérer l'eau, il va même être plutôt friand d'eau, plus que les fruitiers. Donc en fait c'est tout l'intérêt, c'est plus difficile de faire du potager, sans aucun doute. Donc le plus facile, c'est tomates, pommes de terre. Ça, c'est vraiment... Le pomme de terre, c'est... Vous pouvez avoir une absence totale de rigueur quand vous faites de la pomme de terre. Vous les plantez trop tard, c'est pas grave. Vous les plantez trop tôt, c'est pas grave. Vous les ramassez trop tard, c'est pas grave. C'est dans la terre, ça se conserve dans la terre, peu importe. Vous pouvez avoir, par exemple, l'année dernière, je respecte strictement rien de tout ce qui se dit sur les pommes de terre et franchement, faites comme vous le sentez avec les pommes de terre. Ne faites pas comme la théorie le dit,
parce que la théorie, elle tient compte d'un climat normal, elle tient pas compte d'un climat qui varie. Donc par exemple l'année dernière, c'était très sec. Si vous aviez planté vos patates au moment des lilas qui fleurissent, comme la théorie le prévoit, et ben, au moment de la récolte, vous avez quasiment rien en taille de patate parce qu'il n'a pas plu de l'été. Donc à moins d'arroser sans arrêt, et puis bon, on sait que l'arrosage c'est moins efficace que la pluie de toute façon. Donc ce qui s'est passé, c'est que c'est monté en fleurs et en feuilles, et puis très rapidement ça a fané. Mais la pomme de terre n'a pas grossi parce qu'elle a manqué d'eau. Moi ce que j'ai fait, c'est que je les ai pas ramassés. J'ai commencé à vouloir les ramasser, je dis oh, bah, je plante, enfin ce que j'ai planté, je le ramasse, c'est pas plus gros quoi. Ça sert à rien. Donc j'ai laissé comme ça, je me suis dit je vais attendre. Et il va bien finir par pleuvoir et elles vont grossir. Et donc j'ai ramassé les pommes de terre au mois de décembre, un peu avant les gelées, juste avant d'ailleurs. Et là j'avais les grosses patates. Et elles ont refait à nouveau des fans, refait à nouveau des fleurs. Elles ont fait un deuxième cycle. Et c'est les feuilles qui font grossir les pommes de terre. Il faut de la photosynthèse pour les faire grossir, pour qu'elles se multiplient. Et puis voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que ça perturbe votre planning. Si vous aviez prévu absolument d'avoir des patates à telle date, bah, ça, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout en potager. Enfin, on ne fait pas de l'agriculture avec système d'irrigation, etc., où on est des professionnels et où on doit respecter des quotas, des gabarits et des dates, etc. Quand vous êtes au jardin, vous limitez les investissements parce que c'est une petite surface. Même si c'est 2-3 000 m², ça reste petit. Donc vous n'allez pas investir dans des choses extrêmement coûteuses, etc. Donc, et puis passer beaucoup de temps. Donc le mieux c'est de rien faire et de s'adapter au climat. Et donc quand vous avez de la diversité fruitier, potager, et puis vous diversifiez au maximum, ce qui fait que quand il y a des retards planning climatiques, et bien en fait, ben, voilà, quand il y en a un qui marche pas, l'autre marche, etc. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu comme les actions à la bourse, il faut diversifier, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans la même action. Il faut diversifier les produits pour quand il y en a un qui baisse, ben, l'autre il baisse pas, etc. Et ça s'équilibre. Quand on n'achète pas on n'achète pas que en euros, on a à la fois des euros et des dollars, comme ça s'il y en a un qui baisse, l'autre monte, et puis finalement la masse monétaire est égale. Ben, c'est la même gestion en fait, mais version agricole. Et voilà. Et en fait, j'ai compris ça cette année parce que jusqu'à pendant 5 ans, les fruitiers, ça marchait du tonnerre. Et je voyais pas de raison de m'embêter à faire du potager. Bon, je faisais quelques tomates et quelques salades misérables qui montent trop vite, trop tôt en fleurs, qui sont plus difficiles, qui est le plus difficile finalement. La salade, c'est compliqué. Euh, mais les tomates et puis les patates, c'est facile. Et là, cette année, je crois que je vais peut-être réussir à faire des melons. Parce que j'ai acheté un melon bio de la MAP l'année dernière, j'ai récupéré tous les pépins. Alors quand les pépins sont bien gros, bien pleins, on sait qu'ils vont être fertiles, et puis que c'est pas une espèce hybride qui est stérile. Et en fait j'en avais un plein pot de 500 grammes de graines, et puis j'ai jeté ça en semis, et j'en ai 75% qui ont germé. C'est formidable. Après il faut que ça dure et que ça aille jusqu'au fruit, mais ça a démarré, mais en 3 jours, la pousse elle est haute comme ça déjà. Ça, bah, il y a eu un peu de pluie et d'orage, c'est beaucoup plus efficace que l'arrosage, hein. Enfin, j'avais quand même arrosé abondamment dès le début, passé le coup de râteau et étalé, mais j'ai été surpris du résultat parce que c'est la première fois que j'arrive à faire germer des melons. C'est sûrement pas compliqué, mais voilà, c'était la première fois. J'étais tombé que sur des graines stériles ou vides. Enfin voilà. Ce que j'ai pas réussi à faire, c'est encore des. Ce que j'aimerais bien faire, c'est des concombres, mais les concombres, c'est compliqué, il faut beaucoup d'eau. Donc c'est encore un produit un peu technique. Puis surtout, le problème, c'est que comme à cause de la Première Guerre et Deuxième Guerre mondiale, tout le savoir-faire d'autonomie potagère a été détruit. Les semences performantes ont disparu. L'industrie des graines, la cupidité de certains gros industriels, et puis combiné aux politiques qui ont organisé la guerre et les banques, ces trois groupes négatifs, en fait, ont détruit le savoir-faire de l'autonomie potagère, ce qui fait que maintenant on achète des semences qui sont limites, hein, franchement, en performance, c'est pas terrible. C'est pas normal que ce soit aussi compliqué, ça devrait se débrouiller beaucoup mieux tout seul. Par exemple, là, j'ai récupéré
des petites pousses de choux d'Aubenton. Bon, bah, c'est vrai que j'ai dû les aider un peu au démarrage, mais là, ça se débrouille tout seul, ça pousse tout seul, je m'en occupe pas. Et puis ça fait des feuilles, et puis de temps en temps, je mange une feuille qui est le chou d'Aubenton, c'est un chou perpétuel. Donc ça, toutes les plantes perpétuelles, bah, on s'en occupe pas en fait. Il y a ça qui marche bien, il y a le fenouil. Le fenouil perpétuel, c'est super. En plus, moi j'adore le goût du fenouil, là, ce goût anisé, j'adore ça. Vous en aurez pas toute l'année, mais le perpétuel, vous mangez pas le bulbe, le blanc là. C'est pas le gros bulbe blanc que vous devez replanter et ressemer tous les ans et qu'il va falloir chouchouter pour que ça se passe bien. Non, le fenouil perpétuel, vous mangez, vous mangez les jeunes pousses vertes et éventuellement les graines. Comme aromatique, voilà. Mais les jeunes pousses là, mais c'est super super bon. Et en plus ça graine et ça se multiplie sur le terrain. Vous occupez même pas de la plantation finalement. Ça va s'auto-semer. En général, les pieds se sèment assez loin les uns des autres d'ailleurs, j'ai remarqué. Des fois ça parcourt 10-20 mètres. Et ça vous fait des fans, mais alors vous pouvez pas en manger toute l'année. Parce que ça réclame beaucoup d'eau finalement. Parce que quand il n'y a pas assez d'eau, ça vous fait un. Il y a de la feuille il y a de la fan qui pousse, mais c'est trop sec, c'est trop filandreux. Par contre, quand sorti du printemps, là, les sols sont bien humides, alors là, c'est savoureux, c'est juteux, c'est tendre, là, c'est super bon. Et ça, c'est une vraie réussite, ça. Le fenouil perpétuel, c'est super. Ça monte à 1,50 m de haut, à peu près. Et puis, quand c'est sec, ça vous fait des petits bâtons creux. Et vous pouvez faire ça sert pour les insectes, ça fait des abris pour les insectes aussi, la nuit, qui sont isolés en plus, parce que vous avez une couche isolante, un peu comme dans. Ça fait des tiges creuses avec un isolant. Donc pour les insectes, c'est top pour l'hiver. Vous les cassez en petits morceaux de 20 cm, vous les mettez dans un coin, dans un tas de bois, et puis ça fait des abris pour les insectes. C'est très bien. Voilà. Double emploi. Voilà, donc voilà mes résultats sur les tomates. Moi, je privilégie les tomates cerises. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de problème de pourriture avec les tomates cerises. Alors je les achète à Leclerc. Ça serait bien que je fasse mes semis, mais dès qu'on va faire des semis, il faut être équipé. Il faut une serre, ou il faut un endroit où il y a beaucoup de lumière, ou une grande baie vitrée, etc. Tenir au chaud, beaucoup de lumière. Donc dès qu'on veut faire ses semis, il faut être équipé. Voilà, parce que nous, on a 6 mois d'hiver, 6 mois d'été, en gros, hein. Donc voilà, c'est compliqué si vous plantez tard, ça n'a pas le temps de monter en maturité. Il faut prendre de l'avance. Donc c'est pour ça que je les achète. Bon, des fois à Leclerc, on arrive à trouver des bons prix, on arrive à avoir 6 plants pour 6 euros ou 8 euros. Bon, ça reste raisonnable, quoi. Moi, c'est vrai que ça vient de loin, c'est embêtant, c'est des coûts environnementaux, c'est vrai. C'est mieux de faire ses graines, c'est certain. Bon, bah, j'ai jamais réussi à le faire parce que comme j'ai pas assez de lumière, eh ben, j'ai essayé, ça filasse, et quand vous transplantez, ça crève. Parce que ça a manqué de lumière au démarrage, en fait. Donc ça rend les plants fragiles. Donc voilà. Donc il faut absolument une serre si on veut faire ses propres plants. Donc voilà, mais la tomate cerise, l'avantage c'est que s'il pleut, c'est pas un problème. Et surtout, ça va donner des cerises beaucoup beaucoup plus tard dans la saison. Et il y a aussi le physalis. Alors physalis, c'est de la famille des tomates aussi, hein, mais ça a goût de bonbon Haribo, là, c'est trop trop bon. Ça a goût de dragibus, voilà, ça ressemble au goût du dragibus, mais en meilleur parce qu'il y a de la vitamine C et puis c'est pas des chimiques. Et c'est entouré d'une petite, qu'on appelle ça, il y a un deuxième nom, je sais plus qu'on appelle ça. Enfin, moi je retiens le nom physalis. C'est entouré d'un truc qui protège le fruit. Et le fruit, il est bon à manger quand il est jaune. Voilà, on le voit à travers de toute façon. Et ça, c'est délicieux. C'est tardif aussi. Ça résiste à la pluie. Pas mal. L'année dernière, ça n'a pas marché, mais c'est peut-être parce que j'avais un plan qui a été à sa deuxième année, c'est possible. Euh, mais ça, c'est bien, c'est aussi bien que la tomate cerise en fait. C'est plus goûteux que la tomate cerise. Et ça donne très tard dans la saison. Ça, c'est bien.
Par contre, faut quand même, il y a pas mal de soleil. Donc là, c'est du plein soleil, hein, ça aime le soleil. Euh, J'avais réussi à le conserver l'hiver. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien? Je sais pas. Ce que j'avais fait, c'est, comme c'est de la famille des tomates, ça crève, ça craint le gel, hein, évidemment. Ce que j'avais fait, c'est j'avais recouvert le pied de feuilles et puis de compost comme isolant l'hiver. Et ça avait effectivement fonctionné, ça avait protégé le pied. Et il a à nouveau, la racine était déjà dans le sol, elle n'a pas crevé, elle n'a pas gelé du coup. Et ça a refait une pousse l'année suivante. Mais par contre, mes fruits ne sont pas arrivés à maturité l'année dernière, je ne sais pas pourquoi. Ils étaient, il n'y en a aucun qui a réussi à être mature. Alors probablement cette méthode-là fait que j'ai un démarrage un peu tardif, peut-être avec 3 semaines de retard, lié au fait que il faut que le sol soit réchauffé. Et peut-être que finalement le pied s'est mis à pousser 3 semaines trop tard. Du coup, j'ai perdu 3 semaines de maturité et mes fruits ne sont pas arrivés à maturité. C'est probablement la cause. Et probablement, il faudrait que, quand vous avez réussi à conserver votre pied à l'abri du gel, finalement, peut-être j'aurais dû mettre une espèce de couvert pour réchauffer le sol, pour qu'il se mette à... Mais le problème, c'est que c'est des plantes, ça pousse vite, hein. Quand ça se met à démarrer avec le sol est chaud, vous avez 1 mètre de pouce en 3 semaines, quoi. Donc il faudrait faire une espèce de serre au-dessus pour le démarrage, probablement, que j'ai pas fait parce que c'est beaucoup d'investissement pour rien, je pense. Du coup, j'achète le plan, qui est un peu cher d'ailleurs, parce que c'est 4 euros le plan, c'est vachement cher. Alors ça, c'est pour le coup, ça c'est intéressant de le faire en graines soi-même, parce que c'est assez coûteux, hein. Parce que les petites graines là, c'est encore plus petit que les graines de tomates, mais ça peut germer de la même manière, hein. Donc Physalis, tout ça, c'est des trucs faciles à faire. Quand vous pouvez commencer par le facile, ça ira bien. Et puis ça donne quand même, les tomates, ça commence assez tôt, hein. Les tomates cerises, ça commence assez tôt et ça finit assez tard finalement. Ça s'étale bien. Donc vous plantez plusieurs variétés de tomates cerises et puis voilà, ça c'est valable. Alors c'est vrai que ça va pas vous nourrir énormément, hein. C'est les petites vitamines et c'est un peu plus la nourriture de plaisir. Si on veut manger de la masse, après, il faut être un peu plus professionnel sur les plants de tomates, quoi. Faut faire ça en serre, faut arroser beaucoup, et là, on peut avoir une bonne productivité de tomates avec vraiment beaucoup à manger. Mais avoir des grosses productivités de tomates en achetant des plants, faut pas trop rêver. Pour y arriver, soit on a une super terre où la tomate se plaît énormément. Moi, avec mon pH de 8, c'est jamais idéal. Si j'ai pas des graines adaptées au sol, je vais avoir de toute façon une productivité très de base, faible, on va dire. Je tire pas 1 kilo de tomates par pied, hein, avec un pH de 8 en achetant les plants, c'est clair et net. Il faudrait que j'adapte les graines, et puis pour adapter les graines au sol avec un pH de 8, il faudrait au moins 10 ans. Et de resélectionner et puis de faire en masse, hein. Il faudrait que je plante 30 plants, je vois lequel qui s'en sort bien, prendre les graines de celui qui s'en sort bien, et recommencer 10 fois, et puis en resélectionner, et jusqu'à ce que ça soit super productif. Et même si j'ai une super graine, je suis pas à l'abri d'un été trop sec et puis qui met en difficulté les tomates. Ça, je ne suis pas à l'abri. Et pour ce qui est de celui qui dit qu'il y a des tomates il y en a un qui habite dans les Alpes, là, et il pleut pas, et puis il a des tomates qu'ils arrosent pas, et puis il a des super productivités. Alors, premièrement, il est en montagne. Donc le niveau d'électricité dans l'air, il est supérieur parce qu'on est plus haut. Première chose. Donc les plantes, ça favorise les plantes. Quand vous êtes à 500 mètres d'altitude, vous n'avez pas la même productivité que quand vous êtes à zéro. Ça, c'est première chose. La tension électrique dans l'air n'est pas la même. Altitude. Deuxième chose, c'est quand il se met à pleuvoir, souvent c'est des orages, donc c'est de l'eau très électrisée, donc il ne pleut pas souvent, mais c'est très très efficace. Et donc les plantes, finalement, elles sont très stimulées. Mais avec la même pluviométrie en pleine à altitude zéro, avec une terre qui n'est pas idéale, ça se passe pas du tout pareil avec la même semence, hein, faut bien comprendre. Donc c'est Pascal Pot, je crois, ouais, moi je doute pas que ces semences, il les endurcit, hein, j'en doute pas. Mais il bénéficie d'un endroit particulier, hein. Il y a un youtubeur très célèbre sur le potager qui en a parlé et il dit bien qu'en fait sa réussite, elle est quand même liée au lieu.
C'est pas parce qu'il pleut pas beaucoup qu'il peut ne pas pleuvoir beaucoup, mais avoir un environnement très favorable à la croissance des plantes. Il faut le savoir aussi, hein. Il peut aussi y avoir du paramagnétisme sur son terrain, il peut y avoir des choses comme ça. Moi, sur mon terrain, tout est lent. Je ne sais pas si j'arriverai à changer cette chose-là. Les arbres croient lentement, les potagers croient lentement, tout croît lentement. Alors, à force d'être actif sur le terrain, cette lenteur s'est accélérée. Mais parce que tout mon terrain, et finalement, il y a une toile d'araignée de racines qui a tout mycorhizé le sol de tout mon terrain, parce qu'avec 150 arbres, forcément, ça finit par mycorhizer tout le terrain et favoriser la croissance des plantes. Mais quand un terrain a été en absence de mycorhize pendant 50 ans, il y a encore un potentiel d'évolution très important. Et je vais essayer l'électroculture. Alors je sais pas si c'est une arnaque ou pas, je sais pas. Il se trouve que j'ai des tubes en inox là, je peux faire un mât de 12 mètres si je veux. Apparemment un mât de 8 mètres c'est suffisant. Je sais pas si c'est vrai et je sais pas si ça marche vraiment. Je vois beaucoup de gens qui payent des stages et puis qui expérimentent et puis il y en a qui disent ouais ça marche, non ça marche pas. Je vois qu'il y en a qui échouent quand même. Il y en a d'autres qui disent qu'ils réussissent. Donc c'est mitigé en fait. Donc je me méfie un peu de ceux qui disent que je réussis parce que il y en a qui n'ont pas toujours conscience que parfois le climat va être plus favorable une année qu'une autre et puis ils vont croire qu'ils ont réussi. Et puis, ils n'ont pas fait ils sont pas capables de ressentir si c'est à cause du climat ou pas. Donc ils croient qu'ils réussissent. Donc ils vont dire ils vont le dire à la vidéo que ouais j'ai réussi, mais après ils diront pas ah bah finalement après j'ai échoué. Ils le diront pas. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Donc bah, si vous avez réussi de manière stable dans le temps pendant 5 ans l'électroculture, là oui, c'est parlant. Mais il faut faire ça pour être certain du résultat, il faut faire ça dans la stabilité dans le temps pour voir si vraiment on obtient des résultats tous les ans avec une constance et puis où le résultat est flagrant et oui, il y a un résultat. Parce que c'est quand même ces techniques de potager, c'est quand même, du point de vue environnemental, c'est quand même pas terrible. On utilise des métaux, faire des mâts, bon, si c'est de la récupération, il n'y a pas d'impact. Mais quand même, c'est pas très... Parce que moi j'ai fait un pied de tomate avec un poteau en bois et un autre avec un poteau en ferraille zingué, mais il n'y a pas de différence. La productivité est la même. Et il y en a un qui est plus conducteur que l'autre d'électricité. Donc l'électroculture, pour le moment, il faut sûrement peut-être respecter des règles bien précises pour avoir du résultat. Mais le simple piqué en métal de 2 mètres de haut, ça ne change rien. Parce qu'on m'a quand même expliqué que quand on en mettait 3 en pyramide, là, ça faisait des résultats extraordinaires. J'ai l'impression que parfois les gens confondent les facteurs d'influence. Voilà, et puis comme ils ont fait un effort et qu'ils ont envie d'avoir un résultat, et ils voient un résultat, ils disent ah bah c'est ça. Mais si ça se trouve, c'est parce qu'il y a eu quelques orages très énergétiques qui ont stimulé la plante. Et ils n'ont pas fait le lien. Et ils croient que c'est leur piqué qui a fait tout le résultat et ils n'ont pas le recul et la lucidité, quoi. Il faut quand même avoir un peu d'humilité et puis considérer que peut-être j'ai tort et pas aller tout de suite vers l'autosatisfaction, quoi. Donc c'est pour ça, tester des systèmes, il faut avoir beaucoup d'humilité. Et cette année là, alors je vais pas beaucoup au jardin en ce moment parce que d'abord j'apprends un nouveau métier là, où je dois beaucoup apprendre de choses, donc je passe beaucoup de temps et moins de temps au terrain. Et donc voilà quoi. Puis j'ai fait mon quota d'effort physique cette année sur le terrain parce que j'ai creusé un bassin de 28 mètres cubes et puis je tape dans la roche à la pioche. Alors ça c'est... Disons que quand on a fait une certaine quantité d'efforts dans l'année, après le corps il dit non, il veut plus. Donc bon bah le laisse tranquille et puis on attend que ça revienne. Mais il y a une expérience qui me tient à cœur, c'est l'expérience sur la pyramide de la vie, sur lequel j'ai fait quelques vidéos précédemment, où j'ai réussi à créer la vie dans un bassin à partir, je vous montre, à partir de ça, là, une pyramide de quartz. Alors celle-là est toute petite, hein, celle que j'utilise est beaucoup plus grosse. Mais la pyramide toute seule ne crée pas la vie, c'est juste un amplificateur de signal, et elle a besoin de d'autres choses pour fonctionner. Et c'est cette fameuse pierre supplémentaire que j'ai mis dedans, qui a des formes très arrondies. Alors j'ai essayé de refaire l'expérience avec une pierre qui était
tortueuse et non pas arrondie, plutôt ciselée, voilà. Ça marche pas avec une pierre ciselée. Alors c'est une pierre qui a à peu près les mêmes propriétés, c'est un genre de silex, hein, c'est de la pierre très très lourde, très très dense, qui vient des très grandes profondeurs, qui est probablement chargée peut-être en paramagnétisme ou je ne sais pas, mais qui contient sûrement un petit peu de métaux lourds, parce que c'est des pierres très denses, très lourdes. On ne peut pas être loin d'une densité de 3, comme le granit. Donc voilà, donc moi ce que je comprends, c'est qu'il faut qu'il soit une pierre avec des formes arrondies. Voilà, c'est un peu le feng shui. Le feng shui de la vie est peut-être pas un hasard finalement. C'est pas des pierres ciselées qu'il faut comme. Alors c'est ce qu'on appelle les ondes de forme. Ça amplifie le signal de la vie, c'est-à-dire le signal radio émis par l'univers. Le soleil par exemple émet un signal radio multifréquence qui propage la vie dans tout son périmètre de rayonnement. Et pour des raisons de bouclier magnétique ou choses comme ça, les extraterrestres ont construit des pyramides sur Terre pour favoriser l'expansion de la vie. La Terre a été terraformée en fait. Et les pyramides, c'est un moyen technologique de terraformation. Donc on a des pyramides aux endroits stratégiques géomagnétiques de la Terre, où il y a plein de pyramides sur Terre finalement. Il n'y a pas que Khéops, hein, il y en a plein d'autres. Il y en a même où les arbres ont poussé dessus, on voit que c'est une pyramide, mais elle n'est plus, elle est couverte dans la végétation, qui sont au moins aussi grosses que celles de Khéops, sinon plus. Et vous en avez d'autres qui sont dans la mer, et qui sont souvent faits dans ce matériau-là, matériau vitreux, et qui sont à peu près aussi grandes que celles de Khéops, hein, et qui sont sous la mer, et qui sont les sources de la vie. Donc l'eau, c'est un bon signal de transfert d'informations. Par exemple, quand on fait des ondes radio avec les sous-marins, ça va très très loin. Donc ça, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup dans la mer parce que l'onde se propage très loin. Donc vous en avez du côté, on appelle ça, du côté de Cuba. Voilà, il y a une grosse pyramide comme ça du côté de Cuba, qui est à peu près à, je sais pas, 500 mètres des côtes, et qui est sous bonne garde militaire d'ailleurs, et qui est sous bonne garde extraterrestre aussi. Et, en fait, ça sert à propager la vie. C'est juste un amplificateur de signal. C'est-à-dire, ça va juste amplifier le signal émis par les astres de l'univers. C'est cette fameuse neige que vous voyez sur les télévisions cathodiques, les anciennes télévisions cathodiques, vous avez de la neige, quand c'était encore en parantenne radio. Et le signal comme mégahertz captait en fait tout le signal du spectre de l'univers. En fait, vous avez cette petite neige qui apparaissait. Ces signaux, en fait, c'est ni plus ni moins que le signal radio de l'univers. Voilà, qui a un signal multifréquence, ça passe de très bas à très très haut, au-delà même de ce qu'on peut mesurer. Donc ça, c'est l'amplificateur de signal, et c'est pas suffisant, il faut des ondes de forme. Et donc ce signal est envoyé vers des pierres finalement, qui ont des formes, et ça génère des ondes de forme, et ces ondes de forme génèrent des vibrations dans l'eau, et à un moment donné, ça crée une cohérence, et l'eau s'organise pour créer la vie. Voilà, en gros, c'est ça. Donc on a le signal d'information de la vie qui est propagé par les astres, un champ radio multifréquence. C'est pour ça que les téléphones portables bloquent le processus de la vie. Quand vous mettez les œufs ne peuvent pas éclore à côté d'un téléphone portable qui fonctionne, parce qu'en fait ça perturbe le signal de la vie. Vous avez une perturbation du signal radio, et la cellule ne reçoit plus le signal de la vie. C'est pour ça que en fait, tout ce qui est non filaire, comme les humains ne comprennent pas comment ça s'appelle, le champ multifréquence de la vie, ils ne savent pas quelles sont les fréquences et les harmoniques complexes qui favorisent la vie, parce que s'ils le comprenaient, on ferait de l'agriculture avec des rendements x10. On pourrait avoir des fraises grosses comme des melons, et exactement. Et donc, en fait, comme c'est une science qui n'est pas comprise par la science officielle, et ben en fait, les industriels font des bêtises. Voilà, en gros. Pourtant, des scientifiques leur ont dit qu'ils faisaient des bêtises, mais la cupidité fait que l'égoïsme humain et la cupidité et l'inconscience font que ces technologies se développent massivement dans la population. Et Apple, finalement, qui est l'industrie la plus riche de la planète, est aussi l'industrie la plus dévastatrice
captrice, parce qu'en plus ces téléphones sont très puissants, plus puissants que les autres marques, pour bien capter, pour satisfaire le client, etc. Ça va bien satisfaire aussi le développement du cancer au niveau de l'oreille dans 10-20 ans, quand vous aurez trop pratiqué le téléphone. Voilà, parce que ça perturbe le signal de la vie. Donc les cellules ne recevant plus le signal, elles ont tendance à perdre leur énergie vitale et à perdre leur cohérence. Elles perdent aussi leur capacité à communiquer entre elles à cause du bruit radio. Voilà. Si vous êtes dans une pièce où tout le monde parle très fort, vous n'arrivez plus à communiquer avec l'autre et à parler parce qu'il y a trop de bruit. Ben, c'est ça, c'est un bruit radio artificiel et incohérent. Une mitrailleuse d'informations, vous n'êtes pas dans les signaux d'harmonique de la musique, vous n'êtes pas dans les bonnes vibrations. Voilà, en gros c'est ça. Donc en fait, je travaille là-dessus. Et donc, alors c'est une pyramide de 10 cm que j'ai dans le bassin, j'avais montré sur la vidéo. Là j'en ai une un peu plus grosse, bon, c'est pas important. Et donc j'ai fait des tests cet hiver sur mes canards. Donc, alors d'abord, j'ai réussi à créer la vie, c'est-à-dire les algues, le processus de base, c'est l'apparition de la vie, ça commence par les algues dans l'eau, et ensuite on a les petits mollusques. Et donc il y a eu création de la vie des petits mollusques sur les algues, et bon bah après il a fait plus froid, donc l'expérience s'est arrêtée. Mais probablement qu'en maintenant la température suffisante dans le bassin avec l'apport de soleil, on pourrait même arriver à la création de poissons et tout le processus de la vie de manière accélérée. Alors ce que j'ai fait, c'est j'ai enlevé la pierre et la pyramide du bassin dans lequel les mousses s'étaient créées. Alors des souches de mousse sont restées dans le bassin pendant l'hiver, elles ont survécu, elles étaient dans le fond, puis là elles sont remontées, mais elles ne sont pas en croissance aujourd'hui. C'est-à-dire en l'absence de la pyramide et de la pierre dans le bassin, malgré qu'il y ait la souche de l'algue dans le bassin, il y a absence de développement. Sans la pyramide et sans cette pierre d'onde de forme, les algues ne se développent pas. Elles ont besoin de ces deux éléments. Parce que là, la température est suffisante pour que ça se développe, parce que là, on a eu des grosses chaleurs, donc la température de l'eau est montée suffisamment pour que j'ai une production accélérée des algues à la surface. Alors ça fait un tapis qui couvre toute la surface, on le voit, dans 3 jours, ça s'est développé, ça a doublé de volume. Là, il n'y a rien du tout. Alors que le bassin a déjà la souche d'algues. Donc là, il y a un blocage du processus. Je suis dans un bassin qui est en plastique, qui est isolé de tout système électrique extérieur. Et sans l'amplificateur du signal de la vie avec les ondes de forme, l'algue ne se développe pas. Voilà. Donc en fait, moi, à la base, j'avais mis un caillou dans le bassin parce que je me suis dit, dans la nature, si on met une pyramide dans l'eau, bah, il y a des cailloux. Donc j'ai mis des cailloux. Voilà, c'est tout bête. C'est pour ça que l'idée m'est venue, c'est que je me disais que j'avais recréé un environnement pas naturel. Donc j'ai essayé de me rapprocher de l'environnement naturel qu'il y a dans la mer. Et qu'est-ce qui manquait dans mon bassin dans la mer? Des cailloux, quoi. Voilà, c'est ça. C'est tout bête. Donc j'ai transféré ce caillou et cette pyramide dans le bassin des canards. Alors je vous explique pourquoi. J'ai eu des canards blessés. Ils se sont blessés, ils se blessent dans mon terrain, ils se blessent les pattes, etc. Les poules, c'est pareil, elles se blessent. Et aller attraper un canard corallien pour aller soigner la patte, bon courage. Une poule encore, c'est facile parce que vous les attrapez la nuit, elles sont en mode endormies, elles sont en mode anesthésiée. Vous pouvez les opérer, enlever l'abcès, et puis ça guérit, faire un pansement. Changer le pansement tous les 2 jours ou 3 jours, et puis en 2-3 semaines, enfin en 2 semaines c'est guéri. Même si c'est une grosse intervention, même si vous enlevez 1 cm de chair, etc., qui est pourri, ils ont un processus de régénération très rapide, beaucoup plus rapide que nous. Tout va à peu près 10 fois plus vite pour se réparer, donc ils vivent moins longtemps, mais le processus vital est 10 fois plus rapide. Donc voilà, ils se réparent vite. Mais avec un canard, c'est pas pareil. D'abord, la patte palmée, c'est un peu plus compliqué. Et puis j'en avais un, il s'était bien coupé entre les pattes. Il se baigne sans arrêt dans un bassin où l'eau c'est bourré de bactéries. Il chie, il pisse dans l'eau, donc ça regorge de bactéries. Donc la blessure, évidemment, elle se referme pas. Et puis un canard qui s'est blessé, ça finit en septicémie et il crève.
Et je l'ai vu, je voyais que ça s'aggravait. Jour après jour, ça s'aggravait, ça s'aggravait, ça s'aggravait. Je savais pas comment faire, je savais que je pouvais pas l'opérer, je pouvais pas l'isoler, parce que le canard, lui, il préfère souffrir et être avec ses congénères plutôt que d'être isolé tout seul et ne pas se baigner. Voilà, c'est comme ça. Ils ont pour eux, c'est la priorité, c'est le social. Et quitte à en crever. Donc en plus j'avais pas l'équipement pour l'isoler dans de bonnes conditions, et puis l'empêcher d'aller dans l'eau pour le soigner proprement. Donc je me suis dit, il faut que j'utilise un. Je me suis dit, je vais utiliser mes pyramides. Parce qu'en fait, si j'ai réussi à créer la vie dans un bassin, j'en déduis que j'ai réussi à reproduire un signal de la vie, de création de la vie. Donc en théorie, si je mets un organisme vivant dans ce champ favorable à la vie, ça devrait l'aider à guérir. C'était mon idée. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans le bassin principal des canards dans lequel ils se baignent tous les jours, et dans lequel ils boivent l'eau, j'ai mis la pierre et la pyramide. Et là, j'ai observé des changements. Et effectivement, j'ai touché dans le mille. Ce que j'avais réussi, ce processus de création de la vie, ça fait pas que créer la vie, ça permet aussi de guérir des blessures qui ne guériraient pas toutes seules, naturellement. Donc en fait, j'accélère et je favorise les processus de réparation des cellules parce que j'envoie un signal qui peut d'ailleurs être utilisé en médecine, hein, mais c'est un processus lent dans mon cas parce que j'utilise pas d'énergie, j'utilise un processus naturel, sans énergie. Donc probablement si ce signal était amplifié et plus puissant, on pourrait accélérer encore plus vite le processus de réparation et aller vers des réparations plus spectaculaires. Mais là, on est sur un processus assez lent et on mesure les résultats au bout d'un mois. Mais j'ai observé dès la deuxième semaine une augmentation du niveau de vitalité de tous les animaux qui étaient en contact avec le bassin. Donc il se trouve que les poules boivent dedans. Il se trouve que les canards se baignent et boivent dedans. Peu importe qu'ils aient pissé ou chié dedans, donc, ou que ça sente mauvais. D'abord, ils ont un système digestif court. Donc eux, ils n'ont pas le problème des bactéries que nous, on a. Donc eux, ils peuvent boire des eaux beaucoup plus insalubres enfin, qui seraient insalubres pour nous, mais pas pour eux. Voilà, en gros, c'est ça. Donc faut pas non plus dépasser un certain seuil, mais déjà quand ça commence à sentir, pour vous c'est répulsif, alors que pour eux, bon, ça a un goût bizarre, mais ça passe encore, quoi. Ça les perturbe pas plus, quoi. Par contre, ce que je peux vous dire, parce que l'eau, moi je la change tous les 2 mois, mais des fois, avec la température, ça monte vite. Le temps que les algues régulent les nitrates, vous pouvez avoir des odeurs, quoi. Ils étaient un peu trop nombreux pour le bassin, quoi. Et moi, j'ai remarqué que, autant l'année dernière, j'ai été embêté. Sur 5 poules, j'en ai eu 4 à opérer. C'est pas drôle. Faut faire ça de nuit, ça dure, c'est assez long. C'est le travail du chirurgien, faut être concentré. C'est des efforts. Je comprends la vie des chirurgiens maintenant. C'est pas une vie facile. Euh, et voilà, ils se chopent des épines, je sais pas comment ils se débrouillent. Les épines se plantent dans la peau, traversent, et puis ça fait systématiquement une infection, ça fait un abcès. Ça guérit pas et ça grossit, ça grossit, ça grossit, puis à un moment donné, elle boite et puis il faut opérer, quoi, sinon elle est condamnée, quoi. Voilà, donc et ben, cette année, grâce à la pyramide et la pierre dans le bassin, zéro blessure avec les poules. Il y en a une qui s'était plantée une épine, je l'ai vu. J'ai regardé, ah putain, il s'est pris une épine, tout, ça va s'infecter, c'est sûr. Et bien en fait, parce qu'elle buvait l'eau du bassin dans lequel il y avait pyramide, le corps s'est régénéré et a rejeté l'épine toute seule de lui-même. Alors que ça n'arrive jamais parce que ce qui se passe, c'est que les poules ont une peau très très épaisse qui se referme très très vite. Donc quand il y a une épine, la peau se referme très vite, l'épine reste à l'intérieur et ça crée un abcès à l'intérieur. Et après ça gonfle. Et c'est pour ça que très facilement les poules, dès qu'elles ont une épine, c'est un problème. Et bien là, grâce à la pyramide et grâce au champ d'énergie de la vie, zéro poule, zéro opération sur les poules. Zéro. Et malgré une blessure, ça s'est régénéré. Et sur le canard qui boitait, de plus en plus, quand j'ai commencé à mettre la pyramide, et ben je l'ai vu, il s'est arrêté, l'état qui s'empirait s'est arrêté d'empirer, première chose, et au bout d'un mois, il était guéri. Donc je me suis dit, là, je touche à quelque chose
que j'avais pas imaginé. C'est-à-dire en fait, d'abord moi je voulais dynamiser l'eau au départ. Je voulais pas créer la vie dans le bassin, c'était pas le but originel. Je voulais dynamiser l'eau pour arroser le potager. Et en fait, ce que j'ai obtenu, c'est quelque chose de différent. C'est pas de l'eau dynamisée que j'ai obtenu. C'est de l'eau qui propage la vie. C'est pas tout à fait la même chose. L'eau dynamisée, c'est plus l'eau d'orage qui est chargée en électricité et en magnétisme, où l'eau est finalement surchargée d'énergie. Et ça, les plantes, elles aiment, mais il y a deux processus quand il pleut. Il faut bien comprendre, c'est que non seulement l'eau est chargée d'énergie, mais surtout l'eau va créer un tapis d'humidité qui rend tout d'un coup très conducteur la surface du sol. Donc en fait, quand la terre est sèche, elle est isolante, et quand la terre est humide, elle est conductrice. Et tout d'un coup, on a un échange efficace entre l'électricité qu'il y a dans l'air et l'électricité qu'il y a dans la terre. Et donc l'électricité se met à circuler, et donc les plantes en bénéficient, et donc elles se mettent à croître très vite. C'est pour ça que quand vous arrosez ponctuellement quelques plantes pour minimiser la quantité d'eau, en fait vous n'êtes pas très efficace parce que la surface conductrice est toute petite. Par contre, c'est d'ailleurs un conseil que m'a donné un potager professionnel. Il m'a dit, lui, quand il arrose pas la plante, il arrose toute la surface. Alors il s'en fout parce qu'il a un bassin, il a une pompe, il a un puits. Mais il m'a dit que si je fais ça, c'est beaucoup plus efficace. Et l'explication scientifique de c'est beaucoup plus efficace, c'est qu'en fait, d'abord vous allez stimuler les insectes parce qu'il va y avoir une augmentation de l'activité quand il y a de l'humidité. Elles vont avoir quelque chose à manger, elles vont devenir plus actives, elles vont être hydratées. Et surtout, c'est cet effet d'électricité. La terre devient conductrice. Par exemple, quand vous mettez une terre pour la maison, de préférence, vous allez devoir planter votre piquet à un endroit où la terre est humide, sinon vous aurez une mauvaise terre. Voilà, c'est juste un exemple. Ça recroise, que c'est pas des bêtises, des on-dit. Non, non, c'est de la vérité qui se recroise avec tout ce qu'on a comme connaissance et qu'on pratique. Voilà. Donc en fait, ce que j'ai créé dans le bassin, c'est quelque chose de différent de ce processus d'énergie électrique entre la terre et le ciel et la pluie. Ce que j'ai créé, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre informationnel. C'est-à-dire que je crée un champ d'information qui produit la vie. Et non pas j'énergétise la vie. C'est pas tout à fait la même chose. Donc du coup, par résonance, comme je suis sur les bonnes fréquences, d'onde de forme, et bien en fait je stimule la régénération des animaux, je stimule la création d'algues et de micro-organismes et tout ça. Et c'est comme ça que fonctionnent les principes de la vie sur Terre. Voilà. Et alors, et ce que je viens de vous expliquer là, ça recroise de ce qui s'est passé dans le vaisseau quand j'ai été abducté. Pourquoi est-ce que j'étais à ce point en forme après avoir peu dormi, avoir fait des efforts physiques pendant la nuit et me réveiller en pleine forme? Ça, c'est une situation totalement anormale. Et en fait, je vous explique, c'est que eux, les extraterrestres, ils connaissent les ondes de forme, ils connaissent les fréquences qui favorisent la vie, et ils connaissent toute cette science. Et toute cette science, ils l'utilisent pour le confort de vie, dans leur vaisseau, et aussi pour vieillir moins. Et en fait, j'ai posé des questions à d'autres personnes qui avaient été abductées, ou qui vont régulièrement dans les vaisseaux, enfin, en tout cas, ce qu'ils en témoignent. Et j'ai posé la question, si quand ils allaient dans les vaisseaux, s'ils n'étaient pas en super forme quand ils revenaient. Et ils m'ont dit oui. Et c'est-à-dire en fait, quasiment, tu dors très peu finalement et tu es tout le temps en super forme. En gros, c'est ça. Et en fait, c'est parce qu'ils ont compris, et à l'intérieur de leur vaisseau, ils ont, tout comme d'ailleurs, c'est aussi une technologie qu'on utilise nous, partiellement, c'est-à-dire les astronautes qui sont en orbite dans nos satellites, enfin dans la station spatiale, ils ont un émetteur du champ qui cadence à 12 Hz. Ils ont un émetteur radio à 12 Hz qui cadence, parce que sinon les astronautes tomberaient malades. Et 12 Hz, c'est la fréquence de battement du cœur de la planète. Et sans ça, on meurt. Voilà. Sans ce signal de battement énergétique, on tombe malade et on meurt. Tout simplement. Maintenant, tous les systèmes habités en orbite ont ce 12 Hz. Mais les extraterrestres, eux, ont été beaucoup plus loin parce qu'en plus, ils ont le signal
d'onde de forme et qui est compatible avec les résonances de la vie. Et c'est ce qui fait que bah, quand on a du thé, on ressort d'un état d'énergie comme si on avait dormi super longtemps et qu'on était super en forme, etc. Alors que c'est pas le cas. Et, et c'est perturbant. Et en fait, vous voyez, je vous explique deux choses qui sont liées, qui se recroisent parfaitement. Les expériences que j'ai créées sur les pyramides et les pierres d'onde de forme, qui sont, je rappelle, des formes forcément arrondies, feng shui, voilà, ça marche pas en pierre ciselée. C'est comme un peu quand vous prenez par exemple en photo les cristaux, comment ils s'appellent là, je sais plus, qui a fait sur les études de l'eau, qui fait geler des gouttes d'eau, et puis qui prend en photo ces petits glaçons au microscope, et soit ça fait des belles étoiles, soit ça fait des trucs complètement déformés, en fonction du sentiment qui a été émis, la haine étant destructrice de vie, et l'amour étant constructeur de vie. Par opposition, ces deux sentiments font une image soit très belle, soit toute déformée. Et en fait, un caillou tout ciselé, tout déformé, finalement, mais pas beau, qui n'a pas de forme mathématique ronde et belle, eh ben, va finalement générer une forme d'onde qui n'est pas compatible, pas nuisible, mais pas compatible, donc elle ne va pas entrer en résonance et elle ne va pas favoriser la vie. En gros, c'est ça. Et si vous réfléchissez sur Terre, toutes les pierres ciselées finissent par être arrondies par phénomène d'érosion. Donc tout est là pour créer la vie, en fait, finalement, à travers le temps. Voilà. Seuls les chocs énergétiques où des volcans s'énervent, où on recrée des craquements et des pierres ciselées, euh, va tout déformer, mais après ça va s'éroder et puis rapidement la vie va revenir. Voilà, voilà, j'espère que je vous aurai passionné par ces petites histoires, mais tout ça, c'est on apprend hein, en observant et en expérimentant. Voilà, il faut expérimenter. Et donc la prochaine étape, moi, c'est troisième étape parce que donc j'ai créé la vie dans le bassin. Deuxième, j'ai réussi à soigner des animaux grâce à l'eau dans le bassin. La troisième étape, c'est de voir l'effet sur l'homme, test sur l'homme. Donc moi, je vais peut-être pas me baigner assez souvent pour voir les effets parce que je vois bien que le processus est assez lent. Il faut un mois pour mesurer clairement l'effet. Mais ce que je peux faire, c'est bah, aller me baigner dans un des bassins et mettre de l'eau propre. Quand il fera trop chaud, j'irai me baigner, voir si j'ai un ressenti personnel et si ça a un effet, si je suis capable de ressentir un effet. Alors bon, j'ai beaucoup de sensibilité, donc je vais pouvoir sentir ou pas si déjà s'il y a au moins un bien-être, une amélioration. J'ai en mémoire, je me suis baigné à l'anière dans le bassin avec rien, donc je mémorise comment c'est à peu près. Bon, par contre, j'ai pas de système d'épuration, etc. Donc l'eau, je ne vais pas pouvoir la garder très belle longtemps. Elle va être belle une semaine, maximum 2 semaines. Après, il faut la changer parce qu'il y a un risque quand même. Donc c'est 2 mètres cubes. Donc bon voilà, on verra si je peux arriver à faire l'expérience. Je vais tenter. Si je la fais pas cette année, je la ferai l'année prochaine. Si c'est plus favorable pour moi. Voilà, donc la prochaine étape, c'est voir l'effet sur l'homme. Peut-être qu'il y a un effet de longue vie ou de régénération cellulaire, de rajeunissement. On peut imaginer des choses. Voilà. On peut imaginer mettre ces deux éléments dans un jacuzzi et puis en profiter toutes les semaines et ça pourrait avoir un effet sur le long terme. On peut imaginer ça. Par contre, bah, avoir la bonne fréquence, c'est un peu le coup de bol finalement. J'ai la bonne pierre qui va avec la bonne pyramide, avec la bonne taille et j'ai eu le bon compromis quoi. Mais après, il faut arriver à le reproduire. Donc la pierre de forme, c'est un modèle unique. Donc il faudrait, après, si vraiment l'expérience fonctionne, il faudrait que j'arrive à reproduire de manière répétée la science. Quoi. Et puis inutile de vous dire qu'on ne pourra jamais breveter ça, parce que j'ai étudié les brevets en détail. Les gens qui corrigent les brevets, c'est pas loin d'être des imbéciles. Hein. Donc de l'administration. Donc je veux pas dire qu'ils sont complètement idiots, mais ils comprennent un peu la science et la mécanique, l'électricité et toutes les sciences, mais c'est les sciences conventionnelles qu'ils comprennent. Si je sors un truc comme ça, s'il n'y a pas eu une thèse ou des publications scientifiques qui viennent soutenir ces expériences empiriques que j'ai faites, hein, empirique qui ne veut pas dire pire, mais empirique, c'est des expériences empiriques, c'est des expériences qui sont basées sur l'absence de théorie. On fait des expériences, on constate des effets,
mais on ne sait pas trop pourquoi. C'est ça. Alors que l'autre science, c'est l'inverse, c'est on a fait d'abord la théorie, et puis après on essaie de faire des expériences qui vérifient la théorie, ce qui est beaucoup plus long. On apprend beaucoup plus vite par l'empirique, et souvent toutes les inventions proviennent des expériences empiriques. Donc voilà. C'est un sujet très intéressant, hein, que j'ai développé. Si l'humanité pouvait prendre conscience et pouvait valider par la science ce que je fais, en théorie, on pourrait convaincre les politiques d'interdire toutes les antennes de téléphonie mobile. Voilà. Ou en tout cas, modifier le signal des téléphones portables, c'est-à-dire le rendre compatible avec la vie. Faire en sorte qu'il n'empêche pas les œufs d'éclore, mais au contraire favorise leur éclosion. Voilà, imaginez que le signal d'un téléphone portable favorise l'éclosion des œufs et fasse des poulets forts, robustes et jamais malades, plutôt que de créer un blocage de l'éclosion des œufs. C'est ce vers quoi on pourrait aboutir avec les découvertes que je suis en train de faire, mais j'ai pas l'équipement de résonance pour capter d'abord le signal de la vie. Je vous le répète, c'est un signal qui monte très haut en fréquence. Donc on sait déjà qu'on a un problème technologique pour mesurer les très très hautes fréquences. Avec l'électronique qu'on a aujourd'hui, on ne sait pas faire. On progresse, mais bon, je sais que ça monte tellement haut qu'on est largement dépassé. Donc il y aura déjà toute une partie du signal qu'on n'aura pas. Et comme c'est un champ multifréquence, ben voilà, il faut arriver à capter la totalité des fréquences et en plus le signal contenu dans chaque fréquence et les harmoniques. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué, hein. Donc je ne suis pas certain qu'au niveau humain, on soit prêt à être capable de démontrer de manière très précise, avec des calculs qui permettent de définir la forme des objets, etc., pour avoir les bonnes résonances. On sait faire de la résonance, hein, on calcule la résonance sur les trains pour pas que les trains de suspension cassent sur la vibration des rails à chaque jonction de soudure. On sait faire des choses, hein, en résonance. Mais je pense que là, c'est deux mondes. Vous voyez, on en est là, et puis là, c'est all level, hein. Le signal de la vie et les multifréquences de la vie, c'est très all level. Mais je pense qu'on en est au balbutiement. Mais là, j'ai beaucoup d'avance finalement. Je suis un peu au top de l'avance en expérience empirique. Et à part reproduire des pièces exactement de la même forme et puis d'essayer de reproduire. On peut toujours usiner en 3D la pierre, hein, et puis en fabriquer en série, c'est possible, hein. Mais voilà. Voilà où j'en suis. Donc on verra où ça va. C'est passionnant. Ça rapporte pas d'argent du tout. C'est pas. Et puis l'argent, de toute façon, moi je suis contre, hein. Je suis désolé, mais ça fait fonctionner la société aujourd'hui, l'argent. Mais ça se passe pas bien. Comme les humains, ça favorise l'égoïsme. L'argent favorise l'égoïsme. Et c'est l'origine de tous les soucis de la Terre. En fait, voilà. Et vraiment, s'il y a un problème sur Terre, c'est l'égoïsme. Voilà. Et l'égoïsme est favorisé par l'argent. Ceux qui ont de l'argent, ils en veulent toujours plus. Voilà. Il n'y a qu'une toute petite catégorie de la population qui n'aura pas envie d'en gagner de manière à outrance, mais tous ceux qui trouvent le filon pour tirer le fil de l'argent et en avoir plus, ils ne s'arrêtent pas de tirer sur la corde. Même à s'en rendre malade. Souvent, c'est la maladie qui les stoppe d'ailleurs. C'est ça qui les arrête. Voilà. Donc voilà, un Warren Buffett, c'est une fortune personnelle qui dépasse les 250 milliards. Il a trouvé le filon, il tire sur la corde, voilà, il a trouvé le truc, et il tire, il tire, il tire, il tire. Et puis ça lui fait plaisir de tirer sur la corde, d'en avoir toujours plus. Voilà, c'est. Et donc, bon, encore lui, c'est pas l'homme à plaindre au niveau de la vie, mais il y en a, ils se rendent malades, hein. Il y en a, vous avez des chefs d'industrie, ça les rend fous, quoi, hein. Voilà. Et on sait que dans les relations entre les riches, entre eux-mêmes, ils se bouffent entre eux-mêmes. Donc on voit bien le gros problème de l'argent dans les sociétés. Alors maintenant ils veulent numériser l'argent, contrôler la population, les mauvais comportements, mais déjà s'ils contrôlaient les mauvais comportements des industriels, déjà
il y aurait 80% de problèmes éliminés, quoi. Alors progressivement ça s'améliore, mais ça s'améliore en même temps que ça se détériore. Alors hein, l'hypocrisie, il faut arrêter, quoi. Je m'inquiète beaucoup pour l'avenir parce que quand je vois les prévisions de croissance des pays émergents dans le monde, ça va être une catastrophe, hein. C'est l'Inde qui va décupler, la Chine qui va décupler, qui vont devenir les premières puissances mondiales. Mais avant, la Chine roulait en vélo. Donc la Chine qui se met à devenir une première puissance mondiale, ça va polluer à mort. Et ils vont décimer les forêts d'Afrique, pour pouvoir exister, ça va être une catastrophe. Si vous voulez, moi je suis pas contre la croissance de la population, mais il faut d'abord mettre au point les méthodes de vie saines sur Terre, avant de vouloir croître. Là, on se met à croître alors qu'on n'est pas au point. On n'est pas au point en énergie, on n'est pas au point sur plein de domaines. On n'est pas au point sur le recyclage, on n'est pas au point sur les matériaux recyclables à l'infini qui ne polluent pas, on n'est pas au point sur plein de choses. On progresse, mais on n'est pas au point. Donc il faut laisser le temps au temps. Et quand c'est au point, après, on peut croître. Mais les pays riches, ça sert à ça, c'est un peu l'usine de l'étude de la vie sur Terre. Mais les pays riches, il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup, il faut qu'il y en ait qu'un petit peu pour pas que ça fasse trop de dégâts. Parce que déjà, ils en font trop de dégâts à expérimenter toute leur manière de faire. Alors si vous multipliez une mauvaise méthode occidentale au monde entier, c'est une catastrophe. On n'est pas encore opérationnel. Voilà, on ne l'est pas. Donc c'est pas surprenant qu'il y ait des mecs qui veulent faire des virus pour décimer la population mondiale, parce que ils disent que le problème c'est les attitudes individuelles, alors qu'en réalité c'est plus les gouvernants qui organisent pas suffisamment les choses, quoi, qui stimulent pas les bonnes idées et qui sont pour l'argent, quoi. Ils fonctionnent avec l'argent. Voilà, c'est pareil. Ceux qui sont censés organiser nos sociétés, ils ont l'égoïsme motivé par l'argent. Et donc, à partir de là, ils n'organisent plus la société. Ils cherchent l'argent. Donc ça marche pas. Ça détruit. Au lieu de créer la vie, ça détruit. Voilà, ils font les deux en même temps. Ils créent des réseaux d'eau, par exemple, qui vont propager. Et encore, ils ont supprimé l'eau dans la ville où je vis. Tous les points d'eau gratuits, ils les ont supprimés. Mais quelles conséquences ça a? Les animaux n'ont plus à boire. Parce qu'il y avait toujours un peu d'eau dans le fond, parce qu'il y en a un qui avait fait tourner la fontaine, et puis il avait bu, et puis il y avait de l'eau en bas. Et donc les oiseaux viennent boire, les écureuils viennent boire, etc. Ils ont des petits points d'eau. Et maintenant, ils n'ont plus rien. Donc c'est tous les animaux de la ville qui sont super rigolos à voir, et qui est un bonheur à voir. Vous croisez un écureuil dans le parc, c'est génial, vous avez réussi votre journée, hein. Voilà, et donc par cupidité, économie d'eau, gaspillage, coût d'entretien, voilà, l'argent, l'argent, l'argent. Voilà, c'est ça, c'est l'argent est plus important que la vie, quoi. Ils en sont à ce point-là. Et puis voilà, et puis ça manque tout. Ils dépensent trop pour des âneries, et puis après il n'y a plus assez d'argent pour l'essentiel, et puis voilà. Donc c'est pour ça, tant que c'est pas au point, tant qu'il n'y a pas un modèle de vie qui est vraiment au point dans un pays riche, on ne peut pas le propager à la planète. Ça marche pas, quoi. Et ça va pas marcher, quoi. On va avoir des problèmes. Plus les conditions de vie vont se dégrader sur Terre, l'environnement va se dégrader, les ondes qui perturbent le signal de la vie, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la mauvaise qualité de la nourriture parce qu'on fait du hyperproductivisme et qu'on ne respecte pas les cycles lents et respectueux de la production alimentaire pour avoir des légumes de qualité et riches, etc. On ne respecte pas les cycles de régénération des sols pour que les sols soient riches et donnent des bons micronutriments dans les aliments. Tous à vouloir rouler trop vite, on sort de la route et on a un accident. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui se passe. C'est comme ça que ça s'est programmé. Alors voilà. Donc la croissance des marchés, la croissance des PIB, la croissance de tout ça, non. D'abord, mettre au point les méthodes de vie saines pour ensuite propager. Quand vous êtes dans une entreprise, vous mettez d'abord au point un système de gestion. Quand il fonctionne bien dans un petit îlot de production, vous le propagez à toute l'entreprise.
Et là, ça fonctionne bien, l'entreprise ne fait pas faillite. Mais si vous, dès que vous avez un nouveau truc, vous le propagez partout avant que ce soit vraiment au point et efficace, et ben l'entreprise elle fait faillite. Voilà. Parce qu'il y a un dysfonctionnement qui n'a pas été vu, et puis ça a été multiplié par 10 à tous les îlots de production, et puis il y a des problèmes partout, et puis voilà, et puis c'est trop tard. C'est exactement ça à l'échelle mondiale, voilà, c'est pareil. Les modèles qui sont valables à petite échelle sont valables à grande échelle. C'est la même chose. Et voilà. Donc voilà. C'est pour ça que l'autonomie, aujourd'hui, à part le travail individuel et puis la conscientisation de chacun des individus, maximiser ça, il n'y a que ça, hein. Et puis neutraliser les nuisibles, ça c'est aussi une étape importante parce que là j'en vois dehors des nuisibles, il faut pas mal de dégâts, hein. Ils ont besoin de se faire calmer. Voilà, faut pas hésiter à appeler la gendarmerie, les faire calmer, les neutraliser le plus tôt possible. Pour ramener la sérénité, c'est important. Voilà, allez, au revoir.